Bonjour tout le monde, 58 participants déjà connectés. J'espère que vous allez bien. Pour beaucoup, ça doit être la dernière ligne droite avant les vacances. Parfois de la fatigue. Alors je la dis comme ça parce que pour nous, c'est exactement ça. C'est la dernière ligne droite et un peu de fatigue. Donc on espère vous tenir éveillés toute la journée et surtout ne pas finir en racontant n'importe quoi. Surtout cet après-midi, je pense, pour ceux qui seront là cet après-midi. Ça va bien se passer. De toute façon, là, l'idée. Alors, je vais quand même resituer un petit peu. Alors, non, d'abord, quelques modalités pratiques. Donc, c'est la dernière journée de Vitam en ligne. Toutes les autres séances sont déjà disponibles sur notre site internet et les présentations et les vidéos d'enregistrement. Ça sera le cas pour celle-ci. Alors peut-être pas aujourd'hui, hein, peut-être que maintenant le 6 janvier, mais je ferai la mise en ligne aussi, la mise à disposition de tout ça. Vous avez normalement la possibilité d'intervenir ou par le chat, je vois déjà quelques messages de bonjour, bonjour à tous, ou par l'outil questions-réponses. Alors tout le monde n'a pas les mêmes accès selon si vous avez un compte Teams ou pas un compte Teams, enfin, voilà, mais n'hésitez pas à intervenir et sur la partie conversation et la partie questions-réponses. Pendant que Dominique No et Marion Ville parleront et je les laisserai se présenter, moi je serai là de toute façon donc pour prendre en note les questions, si besoin leur indiquer qu'il y a des questions qui se rapportent à ce qu'elles disent ou faire et compléter par du temps de parole à la fin. L'idée pour nous, enfin je pense que Dominique le dira aussi, c'est vraiment que on va vous parler d'un outil qui est Pastis, qui est mis à disposition par le programme Vitam, qui est voulu comme évidemment avec un usage et pour répondre à des besoins, et c'est là plutôt la partie, je dirais, du pourquoi on intervient à deux voix, programme Vitam et SIAF. Mais qu'en gros, les usages, c'est surtout vous, les utilisateurs, qui les avez et qu'on a absolument besoin de vos retours et de vos modes d'usage de cet outil, puisque enfin voilà, nous mettre à disposition un outil, on sait faire, mais on a vraiment besoin de savoir comment vous allez l'utiliser. Je crois que j'aurais même dû vous écrire. À un moment, on s'était dit qu'on vous écrirait. Je ne l'ai pas fait pour déjà connaître si vous aviez des usages actuels ou à venir et à quelle échéance, parce que ça nous permettra de voir comment le faire évoluer, sachant que c'est un outil, je pense que Dominique et Marion en reparleront, mais qui est là présenté dans sa version, ce qu'on appelle standalone, donc disponible pour tous, mais que nous, c'est un outil qu'on embarque aussi directement dans la suite logicielle, en gros, Vitam. Bon, je suis pas plus longue, je vais couper ma caméra et vous laisser et partager et vous présenter, Dominique et Marion, si ça vous va. Oui, tout à fait, merci beaucoup. Donc est-ce qu'on m'entend? Très bien, Dominique. Très bien. Parfait, merci beaucoup. Du coup, alors en termes de partage, donc partage plutôt fenêtre, c'est ça? Oui, parce qu'un partage SharePoint, je sais pas s'il y a Voilà. du monde qui va Alors, voilà. est-ce Super. qu'on voit, l'écran? On voit très Super, bien. super. Alors peut-être que je le mette en, diaporama, on va essayer ça. Voilà, je sais pas si c'est mis en diaporama. Non, ça a Voilà, coupé pour ça l'instant. a coupé, bon, dommage. On recommence. Fenêtre, PowerPoint, voilà. Donc là, est-ce que vous le voyez? On le voit, mais pas en diaporama, on le voit Mais en pas en diaporama, voilà, donc ça c'est, est-ce que j'ai la barre Teams qui se met, voilà, devant, ouais, c'est pénible. voilà. Et là, Là, c'est bon. voilà, donc moi je ne vous vois plus, hein, c'est juste que je vous laisse C'est pour ça suivre que je les me questions. permettrai d'intervenir s'il y a des Voilà. questions, si besoin. Voilà, donc du coup, comme, donc bonjour à toutes et tous, donc Dominique No, donc du service interministériel des Archives de France, donc je suis responsable du bureau de l'expertise numérique et de la conservation durable, donc bureau en fait qui s'occupe de la conservation des documents dans des bâtiments, mais des documents sous forme numérique dans des ordinateurs et donc de tout ce qui va avec, à savoir, les normes, pour l'archivage, que ce soit sous forme papier ou sous forme numérique. Donc on suit tout ça dans ce bureau. On suit aussi, donc le comité CEDA, hein, donc qui est piloté par le SIAF, donc où vous participez collectivement, mais dont nous assurons
l'animation et puis nous suivons également des outils, voire nous les soutenons. Donc, c'est la raison pour laquelle je participe à ce webinaire. Marion, est-ce que tu veux te présenter aussi maintenant? Oui, comme ça sera fait. Donc moi, Marion Ville, bonjour à tous. Je suis chef de projet fonctionnel sur le programme Vitam. Et du coup, j'ai participé on va dire, aux spécifications fonctionnelles qui ont donné lieu à la réalisation de Pastis et je vous présenterai plus précisément l'outil dans sa version standalone. Je vais te laisser céder la parole. Merci beaucoup. Donc voilà, donc nous sommes le 20 décembre et comme le disait Alice, voilà, c'est le parcours où vous avez suivi Vitam depuis un certain nombre de jours, donc voilà, qui va se terminer aujourd'hui pour laisser la place aux fêtes de fin d'année. Et merci beaucoup d'avoir le courage et l'envie d'entendre parler de profil d'archivage aujourd'hui pour terminer ce cycle. Nous avons prévu plusieurs séquences. Donc déjà, quand même de se rappeler à quoi sert un profil et à quoi sert un profil d'unité archivistique, de vous raconter l'histoire de Pastis, car il s'agit d'une histoire. Et puis ensuite, effectivement, il y aura une partie démonstration. Nous garderons du temps pour échanger et répondre à vos questions, et puis nous ouvrirons quelques perspectives. Donc déjà, pour se remémorer, parce que peut-être qu'autour de vos écrans, vous êtes déjà familier des profils d'archivage ou peut-être pas du tout. À ce moment-là, il est quand même important d'essayer de rappeler de quoi il s'agit. Et donc, il s'agit de répondre à des besoins et notamment ceux posés par des versements qui sont réguliers, sériels. C'est-à-dire que sériel, ça concerne des typologies identiques qui se répètent, du type dossier de carrière, marché public, délibération, enfin voilà, il existe tout un tas de flux qui ont des typologies identiques et qui peuvent concerner de grandes quantités d'informations. Et donc le profil a avant tout l'objectif de faciliter ce traitement en définissant les besoins en amont. À cette occasion, on va clairement identifier les acteurs, hein, puisqu'ils sont plusieurs. Vous avez le service producteur, vous avez le service d'archives, vous avez bien souvent l'opérateur représenté par la direction des services informatiques, vous avez bien entendu le service métier. Voilà, donc du coup, il y a tous les acteurs sont à identifier et le rôle qu'ils vont exercer dans ces opérations est très important à définir. Et puis, il faut bien sûr aussi identifier la nature des transactions. Donc, bien souvent, il va s'agir d'un versement, mais il peut y avoir aussi des éliminations à opérer, voire d'autres types de transactions. Du coup, une fois ces éléments bien identifiés, on peut établir des informations à archiver. Quelles métadonnées sont nécessaires à la bonne réalisation du transfert? Une fois qu'on a identifié tout ça, on peut tous ces éléments sont organisés dans une sorte de modèle ou de matrice qu'on va mettre en œuvre à chaque fois que ce type de versement va intervenir. Donc on va gagner bien évidemment beaucoup de temps et ça va permettre une automatisation des opérations. Ça permet d'accompagner la conception du bordereau en amont et en aval, donc au moment de l'entrée dans le système d'archivage électronique, un contrôle de conformité. Ces éléments-là sont issus d'un nouvel outil méthodologique qui a été mis en place par le comité CEDA, qui est un guide d'introduction pour lequel on vous a mis le lien parce que voilà, l'objectif de ce guide est avant de plonger dans le CEDA, d'avoir des éléments de repère. Donc voilà, donc sous forme de schéma, la même chose que ce que je viens d'évoquer, hein. Donc le quand, c'est quand il s'agit de données sérielles et à archiver régulièrement, parce que bien entendu, ça n'a pas de sens
de faire un profil si l'opération n'intervient qu'une seule fois. On met autant de temps à faire un bordereau de versement. Quoi donc voilà, on définit un modèle type. Il s'agit bien entendu de faire en sorte que les éléments indiqués servent à faire durer les données, hein, à les pérenniser. Donc les éléments vont être vraiment centrés sur ce type de besoin. Et puis donc pour qui éditeur de logiciels, archiviste ou service informatique, mais aussi service métier. Donc voilà, hein, il s'agit bien souvent d'être dans la perspective de réaliser un flux automatisé où la machine va être capable à partir de tout ce qui aura été défini collectivement, les éléments à contrôler, à vérifier, mais au lieu de le vérifier un par un à la main, c'est une machine qui va être en capacité d'utiliser un schéma pour faire cette vérification. Donc du coup, pour ce qui est du profil d'archivage, du coup, les éléments sont on pose ce qu'on appelle des contraintes. Donc ces contraintes, c'est de savoir si, certains éléments sont présents, donc est-ce que telle métadonnée est présente? Éventuellement une signature, puisque maintenant on sait qu'on a bien souvent cet élément qui peut être présent. Est-ce que l'objet d'archive lui-même est présent ou non? Est-ce qu'il y a des liens entre certaines unités archivistiques? Tout cela, le profil peut poser ces éléments comme des contraintes et ensuite le schéma permettra de vérifier si c'est là ou non. Et puis l'autre possibilité, et les deux peuvent se combiner bien entendu, c'est la présence d'une valeur précise. Par exemple, la valeur du service producteur quand celui-ci est unique et par exemple la valeur d'un mot-clé que l'on connaît à l'avance. En revanche, pour le profil d'unité archivistique et donc l'unité archivistique, hein, on se rappelle que c'est une nouveauté du CEDA, à partir du 2.0, hein, donc toutes les versions du CEDA qui suivent le 2.0 ont, ce modèle utilisant l'unité archivistique et donc là, il s'agit, de pouvoir, le cas échéant, forcer la présence de métadonnées descriptives de gestion pour des unités archivistiques qui le déclarent, de contrôler des métadonnées déclarées par rapport à une énumération, de forcer des cardinalités de données, par exemple après rule qui ne déclare qu'une seule règle. Voilà, donc ça, c'est les caractéristiques liées à l'unité archivistique. Donc là, ça récapitule un petit peu les choses, hein, les catégories de contrôle sur les métadonnées. Soit donc on se rappelle que pour le profil, on est plutôt sur la structure globale d'une entrée. Pour l'unité archivistique, on est vraiment à un niveau beaucoup plus fin, l'unité elle-même. Et puis, l'ontologie va permettre d'aller chercher un certain nombre de référentiels et de maîtriser les champs qui sont utilisés dans le système, donc par l'intermédiaire d'extensions. Donc là, ce tableau vous permet de voir un peu ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Donc voilà, alors c'est peut-être, vous pourrez prendre le temps de regarder peut-être ultérieurement plus en détail, mais il y a un certain nombre et là ce sont les contrôles qui sont pratiqués dans l'univers Vitam, mais pas que, bien entendu. Et donc, il s'agit de référencer l'ensemble des vocabulaires et ces vocabulaires doivent être uniques, internes ou externes, associés ou non à une ou plusieurs collections et contenant une traduction et avec un type d'indexation particulier. Donc, forcer les métadonnées pour les unités archivistiques, on l'a déjà indiqué. Et puis, on peut faire aussi des contrôles, que ce soit en ingest, c'est-à-dire en entrée ou en update, en mise à jour, hein. Donc ça, c'est important aussi de l'avoir en tête parce que ça peut être tout à fait utile. Ça facilite aussi l'homogénéité entre les métadonnées.
si on a différentes filières de versement, en fait, il faut se dire que quelque part, pour l'unité archivistique, on est en mode Lego, hein. On cale tout ce qu'il y a besoin de savoir pour une brique, et cette brique, après, on va pouvoir l'utiliser dans différents contextes. Et de façon, du coup, ça évite les distorsions entre ces différentes opérations. Alors, bien entendu, au contraire, le profil d'unité archivistique ne permet pas de faire des contrôles pour tout un SIP, hein. C'est vraiment à un niveau fin. Et puis, pour le profil d'archivage, eh bien là, en revanche, on ne peut pas faire la caractéristique, c'est qu'on ne peut pas faire de contrôle en mode mise à jour en dehors de l'entrée. Et voilà, et l'intérêt, c'est aussi de pouvoir combiner, à la fois des contrôles sur l'ensemble de la structure et à la fois des contrôles sur l'unité archivistique elle-même. Donc, c'est quand même, très intéressant et très, très puissant comme possibilité. Donc là, on a pris l'exemple d'une photographie puisque c'est quelque chose qu'on peut bien entendu avoir très souvent dans un contexte de versement. Alors, l'histoire de Pastis. L'histoire de Pastis, eh bien, c'est que, puisque pour faire des profils d'archivage, en réalité, on pourrait admettre qu'on fait ça à la main, mais c'est quand même un tout petit peu long et fastidieux, et donc, utiliser un outil, c'est quand même une facilitation. Il a émergé parce je vous montrerai sur la slide d'après, il y avait d'autres outils qui existaient, mais là, puisque nous étions dans une période où le CEDA2 était mis en place, il s'agissait de réaliser, d'avoir un outil qui soit adapté aux caractéristiques du CEDA2 et de toutes ces versions, puisque vous le savez, le CEDA évolue. Et donc là, il s'agissait de pouvoir le faire en CEDA 2.1. Or, l'outil qui existait à cette époque-là, Sherpa, fonctionnait en CEDA 2.0. Et il avait permis absolument une généralisation de la formation, notamment. C'est vraiment un outil qui était, comme il était disponible sur Internet, c'était vraiment extrêmement facile pour pouvoir le partager et faire de la formation. Mais pour autant, il y avait des caractéristiques, et notamment des éléments obsolescents techniques qui faisaient qu'il n'était pas possible de le faire évoluer en 2.1. Donc du coup, une réflexion s'est initiée, notamment grâce au CINES, et puis du coup, c'est associé avec l'émergence des besoins VITAM, et puis soutenu par le SIAF. Donc, c'est un collectif en fait, hein, donc d'acteurs qui s'est associé. Donc la communauté VITAM, d'une part, avec les comités fonctionnels techniques VITAM UI, les groupes utilisateurs, la communauté, ce qu'on pourrait appeler la communauté SIAF, avec un comité de pilotage Pastis, et puis des groupes utilisateurs, donc pour comment dirais-je, prendre en compte les besoins d'utilisateurs qui utilisent d'autres outils que Vitam. Et puis donc tout ça était sous l'égide du projet Pastis. Et au final, a pu se produire un ensemble de codes qui peut avoir deux générations, on va dire, éditoriales. Une génération au sein, comme l'a dit Alice au début, au sein des outils Vitam, et puis une génération sous forme d'un exécutable téléchargeable sur son poste, un pastis dit standalone ou brique autonome. Voilà, donc du coup, je disais, un soutien du SIAF, et donc notamment financier, hein, qui a permis de pouvoir soutenir la production d'une contribution de code. Voilà, donc du coup, ça c'est un schéma qui vous résume les éléments.
Et là, c'est le petit parcours, on va dire, la petite timeline des outils, pardon, excusez-moi, des outils pour la production de profils, hein. Donc, en fait, c'est quand même une histoire qui remonte à 2009 avec AGAP, hein, qui était l'application de génération automatisée de profils électroniques, qui permettait de faire alors uniquement des profils d'archivage, hein, puisqu'on était dans la génération avant le 2, donc en CEDA 01, 02 et 1, 0, et il ressort des, des, des enquêtes sur les indicateurs que ça reste un outil enfin, c'est un outil qui a été utilisé pendant de nombreuses années, mais donc qui est toujours hébergé sur la Forge Adulact, mais qui n'est plus maintenu. L'outil Sherpa, lui, donc qui avait émergé en 2017, et donc qui lui permettait de faire quelque part la transition entre le 02, le 1.0 et puis le nouveau modèle CEDA en 2.0, et donc qui était un service hébergé. Et puis donc, histoire d'amour entre Cines, Vitam et la communauté pour produire Pastis en 2023. Voilà donc un peu pour le chemin des outils. Et donc maintenant, vous pouvez trouver l'outil, donc il est évoqué sur la page France Archives, mais l'outil lui-même est téléchargeable sur les pages du programme Vitam, et donc sous forme comme je le disais, d'un exécutable. Et il est à noter que le manuel est un manuel commun, ça c'est vraiment très important, parce que il est vraiment l'idée générale, c'est d'avoir un code commun et stable, et donc un seul manuel. Donc pour éviter toute distorsion, le manuel n'est pas interne à l'outil. Voilà, alors oui, je ne sais plus si c'était moi ou si c'était toi, Marion, à partir de là. Je pense que je vais commencer à prendre la main, vu que Ok, je très bien, maîtrise un peu j'arrête. plus le contenu de ce que je vais Voilà, présenter. voilà. Donc là, j'arrête le partage Voilà. maintenant. Merci. Alors, du coup, laissez-moi le temps. J'ai vu qu'il y avait une question sur les cardinalités. J'essayerai de répondre au moment de la démonstration, parce qu'on va en reparler. Alors, écran, j'espère bien tout partager. Et j'espère que vous voyez mes slides. C'est Très bon? bien. Ouais. Super. Oui. Est-ce que Donc tu là, peux les mettre, nouveautés... Marion, excuse-moi, est-ce que tu peux mettre même le PDF en plein écran, tu sais, dans affichage? Ça permettra de gagner en confort à distance. Ah, alors, il faut que tu me dises comment je fais. Affichage, en haut Ah, à droite, à gauche, d'accord. affichage, mode plein écran. Ok. Je voulais m'en passer un tout petit peu parce que ça, Voilà. je risque de Ouais, je ramer un sais que petit toi, peu. mais voilà, nous, c'est simple comme ça. Merci D'accord. beaucoup, c'est beaucoup plus confort. Ok. Donc sur les nouveautés de Pastis, du coup, il y a eu déjà des premières publications l'an passé, hein, du standalone et d'une app qui est intégrée à nos interfaces de VitamUI. Donc là, avec la V8.0 qui a été publiée, je crois, officiellement cette semaine, il y a des nouveautés. En effet, sur l'ancienne version de Pastis, on ne supportait que du CEDA 2.1. Et maintenant, on peut créer des profils ou des profils d'unités archivistiques en CEDA 2.2 ou en CEDA 2.3 en fonction de ce que l'on veut faire. Parce que du coup, le CEDA continue à vivre et il y a des ajouts de temps à autre qui sont intéressants à utiliser. Je reviendrai après sur les différences entre les deux versions du CEDA. Donc les nouveautés, c'est qu'on peut créer des profils d'archivage ou d'unité archivistique en 2.2 ou en 2.3. D'accord. Ensuite, petite nouveauté, quel que soit l'outil, l'exécutable ou l'app intégrée à VitamUI, on peut maintenant correctement faire des contrôles sur des expressions régulières quand on est en mode de saisie d'un profil d'unité archivistique.
Et après une évolution qui ne concerne que nos utilisateurs qui utilisent Vitamui, il y avait un souci qu'on commençait à saisir un profil, on revenait dessus, on le réécrivait hors Vitamui et on voulait le réimporter. Il y avait des soucis de réimport. Maintenant, c'est corrigé en V8.0. D'accord, ça c'est dans le cas où il y a un profil qui circule avec un prestataire ou des profils techniques. Voilà. Alors, qu'est-ce qui peut amener, bien sûr je vais faire des bêtises comme ça, à choisir telle ou telle version du CEDA. Donc sur cette slide-là, vous voyez les évolutions en CEDA 2.2. Moi j'ai noté que en général, si on veut partir sur cette version du CEDA, c'est qu'on a une volonté parmi nos utilisateurs d'utiliser un bloc agent qui a été ajouté pour pouvoir qualifier n'importe quel type d'agent, d'acteur qui a agi sur la typologie documentaire qu'on veut verser dans le SAE. Parce que jusque-là, en 2.1, ce qui reste d'ailleurs en 2.2 et 2.3, on a des agents qui sont typés auteur, émetteur, donc sender, writer, etc. Mais parfois, quand on voulait qualifier un photographe, un réalisateur, etc., on l'avait pas. Donc là, on a un bloc dit agent générique qui permet finalement de qualifier n'importe quel acteur concerné par la typologie d'archives. Et je crois qu'un autre intérêt du CEDA 2, donc qui orienterait vers l'usage du CEDA 2.2, c'est aussi dans des logiciels métiers, parfois on a des dates qui ne sont pas typées année, mois, jour. En 2.2, on a rajouté un bloc date littérale qui permet de qualifier, si on a une date juste année, on peut utiliser ce champ-là. On a aussi étendu en 2.2, si on veut décrire des boîtes mail aussi. On a rajouté des champs qui sont supportés aussi dans RECIP, Originating System ID Reply To et le Text Content, donc qui sont vraiment des métadonnées spécifiques à la description de boîtes mail. Donc ça, c'est si on voudrait s'orienter sur du 2.2. Je pense que c'est ces trois types de métadonnées. Il y en a d'autres qui peuvent être intéressants. En 2.3 qui est paru plus récemment, donc en juin dernier, là pareil, orientation vers du 2.3, c'est outre ce que je vous ai dit qui a été ajouté en 2.2 et qui est toujours supporté en 2.3. Il y a eu un gros travail au sein de Vitam et des instances CEDA autour de la description des signatures électroniques. En 2.1 et en 2.2 et en 2.0, on avait déjà un bloc signature, mais on voyait qu'il n'était pas utilisé du tout, très contraignant et qui ne correspondait pas à tous les cas d'usage. De facto, en 2.3, on a ajouté un nouveau bloc qualifié de Signing Information qui permet de décrire tout contexte de signature électronique. Et bien sûr, on va déprécier doucement l'ancien bloc signature qui, de toutes les manières, je crois, était sous-utilisé. Et il y a eu aussi un travail autour de l'identification pérenne, et on a étendu aussi le CEDA pour pouvoir décrire des identifiants pérennes, par exemple des arcs ou des DOI. Donc voilà pour ce qui pourrait pencher pour dire je vais partir sur du 2.2 ou du 2.3 plutôt que du 2.1, parce qu'on est en mode cumulatif quand on change de version, quand on monte de version. Alors maintenant, je vais passer à la partie démonstration. Sauf si Alice, tu me dis qu'il y a déjà quelques petites questions. Donc sur les cardinalités, j'y répondrai pendant la démonstration. Pardon. Oui, il y avait une question sur le CEDA 2.1, est-ce qu'il était toujours supporté? Ça, oui, j'ai montré en plus à l'écran, puis tu le verras. Alors là, il y a une question dont je prends connaissance en même temps. Est-ce que vous pourriez dire un mot entre les versions de Vitam et la compatibilité avec le CEDA? Vitam 6, CEDA 2.1, Vitam 7. Ouais, alors, je suis pas sûre que ce soit pendant cette séance qu'on pourra le faire le plus, mais oui, on n'a jamais fait de tableau comme ça, mais en gros, bah là, la 7.1 est compatible CEDA 2.3. Après, parfois, toutes les apps de Vitam UI, au moins, sont pas compatibles directement. Peut-être, enfin, ouais. Quelle est la charge de montée de version? Point d'attention pour une montée de version de CEDA, peut-on sauter une version? Alors ça, j'ai aucune idée là-dessus. Et ouais, je suis désolée, Christophe, je crois que je ne vais pas pouvoir répondre là directement et peut-être pas Marion non plus. Enfin, Alors, il y a de la ou Dominique, rétrocompatibilité oui. ascendante. Alors, en 2.3, il y a des choses qui ne sont pas rétrocompatibles. Je crois que ça a dû être documenté. Néanmoins, dans le CEDA 2.1, il y a des points d'extension qui sont aussi présents en 2.2 et en 2.3.
Donc, de facto, quand on étend le CEDA, qu'on a essayé d'étendre le CEDA en 2.2 et en 2.3, on a été vigilant à ajouter des métadonnées au niveau des points d'extension, de manière à ce qu'on assure la rétrocompatibilité ascendante des différentes versions. Je dis ça, il y a eu des deltas en CEDA 2.3 parce qu'on s'est rendu compte, notamment pour les identifiants pérennes, qui pouvaient qualifier des objets, qu'on ne pouvait pas utiliser les mêmes points d'extension entre les objets physiques et les objets binaires. Donc il y a des petites recommandations en 2. En tout cas en 2.2, de ne pas utiliser, par exemple, les identifiants pérennes pour qualifier des objets, parce que c'était pas rétrocompatible avec là où on les avait positionnés en 2.3. C'est un peu subtil. Dans un contexte Vitam, ça a été documenté. Ce qu'il faut Oui. faire ou pas faire. Entre 2 et 2.1, il n'y a pas de problème. Et en 2.3, il y a des petites subtilités. Et puis là, dans la poursuite du traitement de la documentation, hein, donc c'est un chantier qui n'est pas terminé, donc le guide d'introduction est sorti, mais on travaille actuellement sur les documentations fonctionnelles et documentations techniques, et ce sont des choses qu'on va avoir en tête, justement, d'essayer d'éclairer un peu, enfin, de donner le maximum de repères pour pouvoir faire des choix. Parce que, en fait, quelque part, après, ça dépend de la stratégie de la structure et des besoins qu'on a. Donc, il faut y réfléchir et prendre en compte effectivement tous ces éléments-là pour éviter certains effets de bord. Voilà. Voilà. Pardon Et pour l'interruption. non, c'est bon. Et du coup, si on reste un peu sur les versions du CEDA, alors je commence à m'en mêler les pinceaux sur les versions de Vitam. En 7 points, on supporte, Vitam supporte du 2.1, du 2.2, du 2.3, et on a fait les choses de manière à ce que on puisse utiliser même en 2.1, comme si c'était des choses connues de Vitam, des métadonnées qui ont été ajoutées en 2.3. Donc, de manière à pouvoir éviter des montées de version, notamment. Ça, c'est sur ces points précis. Si vous êtes dans la communauté Vitam, il ne faudra pas hésiter à nous reposer la question ou, un peu, de manière à ce que je puisse vous y répondre à tête reposée. Et il y avait une question qui redemandait une précision entre PA et PUA. Ok, bah ça, je reviendrai après dessus. Et moi, je renvoie vers les Vademecum pour info en même Oui, il y temps. a les vademecum. Profil d'archivage, on est sur un contrôle d'un ensemble de bordereaux de versement complet, avec son arborescence. Le profil d'unité archivistique, on est sur un contrôle d'un niveau de description. On va pas, comment dire, un profil d'unité archivistique n'a pas vocation à contrôler l'ensemble d'un bordereau, mais juste un niveau de description. On contrôle la brique de Lego, mais on ne contrôle pas toute la maison fabriquée en Lego. C'est ça. Enfin, je fais... c'est de la métaphore de fin de pré-fête de Noël. À retenir. Alors, du coup, sur la partie démonstration. Alors, Dominique en a un peu parlé. Choisir de faire un profil d'archivage ou un profil d'unité archivistique, on va se lancer dans ce travail, qu'on va être dans des cas de versement sériel assez récurrents, de données quand même globalement structurées. D'accord? Si on n'est pas dans ces contextes-là, c'est peut-être pas nécessaire de commencer à réfléchir à un profil d'archivage, parce que c'est un projet dans le projet, moi je dirais bien. En général, ça nécessite un peu d'abord d'analyser le flux versant, le contexte de production, la fréquence, comment on va organiser les données, comment elles sont déjà aussi gérées dans le logiciel métier en amont du versement. Et de ce premier travail d'analyse de flux, on va commencer à faire une comparaison entre le modèle de données à verser et le modèle de données CEDA, pour voir un petit peu s'il y a des correspondances. Et à partir de là, on va commencer à rédiger un SIP, donc un bordereau de versement en CEDA, pour voir un peu si l'arborescence souhaitée peut convenir aux différents acteurs dont Dominique a parlé, service producteur qui va peut-être vouloir encore accéder à ces archives, vous en tant qu'archiviste, éventuellement aussi ce qui est faisable en termes de flux de versement. Et on va aussi, donc, de facto, pour pouvoir contrôler cette arborescence, vouloir réaliser soit, donc, si on veut contrôler une arborescence, réaliser un profil d'archivage, et si on n'est que sur du versement, moi je sais pas, de photos, peut-être plutôt partir sur un profil d'unité archivistique pour ne contrôler que la pièce, les pièces qui sont des photos.
Donc, il y a un gros travail finalement de test, de réalisation et d'un SIP et d'un profil d'archivage, vérifier que ça matche bien. J'insiste beaucoup, en général, on fait les spécifications, on teste très peu, on met en production et on se rend compte que ça ne va pas. Donc il y a toute une phase de test à vérifier pour voir si le modèle retenu et le profil d'archivage ou le profil d'unité archivistique conviennent bien avant de lancer son flux en production. Alors, je vais essayer de partir sur un premier exemple de profil d'archivage dans un premier temps, et je vais vous présenter un premier cas d'école que j'ai imaginé, mais qui pourrait être réel. J'ai un système d'information qui gère de la paye et qui me génère un bulletin de paye par agent et par mois. Donc, après échange avec mon service producteur fictif, j'ai établi une petite liste de métadonnées qui est gérée dans ce système d'information. Donc, des informations qui sont propres à un agent, donc des noms, prénoms, un matricule, son adresse, son entrée en fonction, sa sortie de fonction, etc. Et des informations liées au bulletin de salaire, d'accord, avec un identifiant, la date d'envoi, d'émission, des informations brutes, nettes, etc. Donc, c'est des échanges qu'on a à avoir avec le service producteur, l'éditeur du logiciel, voir si on peut récupérer de la documentation. Donc, c'est déjà une liste de métadonnées qu'on doit avoir en amont, d'accord? On va essayer de voir aussi s'il y a des règles de nommage. Est-ce qu'il y a des champs obligatoires, facultatifs? Comment sont caractérisées les données. Donc, ça me permet, sur le caractère obligatoire et facultatif, de revenir sur les cardinalités. C'est très important de savoir si les métadonnées sont obligatoires et répétables, facultatives, non répétables. Et ça va donner lieu à des cardinalités. C'est ce que vous voyez dans la deuxième colonne, cardinalité. Donc, par exemple, le matricule est obligatoire et unique. Ça va être matérialisé par une cardinalité 1,1, d'accord? Vous voyez que le prénom, on est sur du 0,1. Ça signifie que la métadonnée est facultative. Et 1, ça signifie qu'elle n'est pas répétable. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Là, on voit qu'il me manque un type de cardinalité. Le BP, donc la dernière métadonnée, vous voyez qu'elle est 1N, ça signifie qu'elle est obligatoire, et N, ça signifie qu'elle est répétable. On pourrait avoir quelque chose qui est 0N, là on l'a pas. 0, ça veut dire facultatif, et N, répétable. Donc on a 4 types de métadonnées en fait. Et ça correspond, la première valeur, ça correspond à obligatoire, oui, non. Et la deuxième, c'est répétable, oui, non. D'accord? Donc ça, c'est un premier niveau dans la première étape, c'est d'analyse, c'est la liste des métadonnées, leur cardinalité, éventuellement comment elles sont caractérisées. Est-ce que il y a des liens vers des référentiels? Est-ce que ma date, elle est qualifiée en année, mois, jour ou en année? Parce que ça va me permettre de savoir aussi après comment faire mes correspondances avec le CEDA. Je ne vais pas mettre un champ facultatif dans mon intitulé de niveau de description. Vous voyez la petite nuance? Voilà, donc toujours savoir à peu près de quel type est la métadonnée, etc., dans un premier temps. Donc ça, c'est vraiment ma première étape. J'essaye de comprendre le modèle de données qui va m'être versé. Deuxième étape, partant de ce premier travail-là, je vais essayer de faire du Lego. Si je reprends la métaphore et des emboîtements, si je reprends la métaphore de Dominique, avec maintenant mes métadonnées CEDA, en me disant, bon, j'ai mon modèle de données de mon système d'information qui me gère la paix. Maintenant, j'ai mon bordereau de versement en CEDA. Et quelles sont les métadonnées que je vais vouloir mapper, donc faire correspondre avec mon CEDA. Donc là, la première étape que vous voyez, enfin la première slide que vous voyez, c'est les métadonnées d'en-tête qui correspondent aux informations d'en-tête du bordereau de versement. Donc ça, logiquement, je ne vais pas forcément les récupérer du système d'information d'origine. Ça va correspondre à mes acteurs au sens CEDA, service d'archives, service responsable du transfert, des contrats d'entrée, etc. Donc là, j'ai déjà commencé à qualifier les cardinalités attendues. Est-ce que c'est obligatoire, facultatif? Ça dépend aussi des prérequis de mon système d'archivage électronique. Donc là, vu que moi, il y a beaucoup de choses qui ont trait à des référentiels de Vitam, donc il y a un contrat d'entrée, par exemple, et des acteurs au sens CEDA. Logiquement, je vais les avoir préalablement créés dans mes référentiels. D'accord?
Ensuite, ce qui est plus intéressant, c'est la slide là que je vous montre, où je vais commencer un petit peu à faire de la correspondance avec, ce qui a été entré. Donc du coup, je suis partie du principe que du coup, sur les bulletins de paye, j'ai un bulletin de paye produit par mois, par agent, et je vais me mettre d'accord avec mon service producteur pour qu'il me fasse des versements à chaque fin de mois. Donc, comme ça, je vais avoir un paquet d'archives versés dans mon SAE une fois par mois et qui va inclure tous les bulletins de paye de chaque agent. Donc, je vais avoir un premier niveau de description où je vais dire, ben là, j'ai tous les bulletins de salaire pour le mois de janvier, par exemple, et je vais lui demander d'avoir des tags, de me rajouter des tags, parce que ça concernait la paye, le salaire et le bulletin. Et je vais vouloir à ce que le SIP soit, ça soit avec des métadonnées obligatoires. Et je crois que c'est plutôt ce niveau-là qui est le plus intéressant, où je vais me retrouver au niveau du bulletin de paye, qui va correspondre à un bulletin de paye par agent pour un mois donné. Je vais vouloir rajouter des règles de gestion, donc une durée, une DUA, qui s'appelle E+L Rule en CEDA, qui sera obligatoire. Et là, pareil, je vais donner des codes qu'on va retrouver dans mon système d'archivage électronique. Et pareil, une access rule, donc une règle de communicabilité, cette fois-ci facultative. Donc ça, c'est pour la beauté du geste, je pense que j'ai mis facultative, avec pareil, un code qui se retrouve dans le référentiel des règles de gestion de Vitam. Et ensuite, je vais passer aux métadonnées descriptives, où là, je vais finalement faire une correspondance avec mon système d'information. Et je vais dire, bah là, j'ai un niveau de description. Donc, le niveau de description, ça va correspondre à un item, vu que ce niveau de description va correspondre et être associé à un fichier PDF qui va inclure le bulletin de paye. Le titre, ça va correspondre au champ bulletin de paye de mon système d'information. Je vais récupérer un identifiant métier et des informations liées à l'agent concerné par le bulletin de paye. Donc, j'ai fait un mapping entre ce que j'avais dans le système d'information et mon CEDA en termes de correspondance. En métadonnées descriptives, j'ai choisi de ne pas récupérer les informations qui avaient trait finalement à la somme, au salaire, parce que je suis partie du principe que j'en avais pas besoin. J'aurais pu dire, ou mon service producteur aurait pu dire, j'en ai besoin, vu que le CEDA2 est extensible, on aurait pu partir sur le fait d'étendre le modèle et dire, bah, je récupère la somme à payer. Donc ça, j'ai fait le choix de pas l'avoir. Donc là, je vais décrire, je vais reprendre finalement, faire un mapping, une table de correspondance avec les informations récupérées de mon système d'information. Ensuite, j'ai des métadonnées techniques, vu que j'ai parlé d'un bulletin de paye en PDF associé à ce niveau de description. Donc là, pareil, je note les métadonnées techniques que je veux récupérer, donc à chaque fois avec leur cardinalité. Et si je récupère quelque chose du système d'information. Donc là, vous voyez que je récupère juste le nom du fichier. Hop, et je vais passer à la partie démonstration. Donc là, c'est un premier travail. Ce que je viens de vous montrer, je l'ai sous le nez, parce que je pars du principe que pour travailler après sur un manifeste.xml ou un profil d'archivage, j'ai besoin de ce premier travail. Ça peut prendre la forme d'un tableau Excel en général, imprimé. Et à partir de ce travail-là, on va commencer à travailler à des jeux de tests pour voir si ça correspond bien à ce qu'on veut mettre en place. Et là, je pense que tu vas devoir m'expliquer comment je pars du mode Alice. Tu peux essayer en cliquant sur le échappe. Ah, échappe. Échapper. OK, merci. Alors, partant de ce premier travail-là, j'ai fait un SIP. Donc, je l'ai ouvert déjà pour me faciliter la tâche dans Recip. Je l'ai déjà importé et ça permet déjà de faire un premier travail de modélisation du manifeste.xml, du bordereau. Donc, on retrouve le niveau de description racine qui va être unique avec les métadonnées que je vous ai signalées. Et ensuite, on retrouve des bulletins de paye. Donc, si j'ouvre le premier, on retrouve les métadonnées que j'ai signalées, que j'ai trouvées, que je vous ai montrées dans mon Excel. Donc là, on est sur un premier bulletin de paye. Il y a des règles de gestion.
et on a un fichier associé, un bulletin de paye. On peut partir au départ sur des données un peu fictives, et plus on arrivera à la solution finale, plus il faudra qu'on teste le flux automatisé. Je sais qu'il y a certains de nos utilisateurs, ils font ça pour travailler et échanger avec le service producteur pour voir si l'arborescence retenue convient en termes de recherche, etc. Donc là, c'est un premier travail de fait. Et ensuite, on va passer sur Pastis en mode standalone. Du coup, moi, je crois que je l'ai déjà ouvert, mais je vais quand même revenir dessus. Donc, un pastis standalone, c'est un pastis qui est installé sur votre ordinateur. Et pour l'ouvrir, c'est assez simple. Il faut double-cliquer sur le répertoire .exe. D'accord? Et ça va ouvrir une page sur un navigateur comme ceci. D'accord? Et ensuite, donc il n'y a pas de base de données, il y a toujours 2 fichiers en exemple. Et quand on va créer sa session, il faudra toujours penser à exporter la fin de son travail pour pouvoir le réimporter le lendemain, parce qu'il n'y a pas de conservation de la session de travail du jour au lendemain. D'accord? Donc nous, on va créer un nouveau profil. Et on va partir sur le fait qu'on va créer un profil en CEDA 2.2, parce que vous avez vu, il y avait un agent dans mon modèle de données. Et on va créer un profil d'archivage, parce que vous l'avez vu, j'ai des métadonnées d'en-tête, j'ai un niveau de description racine, et après j'ai des sous-niveaux qui correspondent à des bulletins de paye. Donc on va faire un profil d'archivage en CEDA 2.2. Ça, c'est une petite nouveauté pour ceux qui avaient déjà pratiqué l'ancienne version de Pastis. Et je clique sur Valider. Vous voyez qu'on nous signale toujours qu'on est en CEDA 2.2, si tant est qu'on ne l'avait pas retenu. À gauche, on a un certain nombre d'onglets pour pouvoir travailler au fur et à mesure depuis l'entête vers les niveaux de description et les métadonnées techniques. Donc il faut vraiment être très procédural, avoir imprimé son tableur Excel et faire au fur et à mesure, renseigner au fur et à mesure son profil d'archivage. Donc on va d'abord partir sur les métadonnées d'en-tête qui correspondent voilà, aux métadonnées racines au sens du CEDA. Donc il y en a quelques-unes qui ont créé le profil d'archivage qui sont incrémentées par défaut. Mais néanmoins, il va falloir en rajouter quelques-unes. Moi, je vais partir du principe que je veux verser dans Vitam. Et dès cette première page-là, il va m'en manquer une qui est le contrat d'entrée qui est obligatoire dans Vitam. Donc pour ajouter des métadonnées, il faut cliquer sur « Ajouter une métadonnée » et je vais rajouter un archival agreement qui correspond au contrat d'entrée. Et il me semble que j'avais qualifié aussi qu'il me fallait une balise « Comment ». Et c'est tout. Je vais ajouter les métadonnées. J'ai mes slides de démonstration sous le nez. Hein. Et là, je vais vérifier mes cardinalités parce que j'ai ma liste pour mes métadonnées d'en-tête. Donc, comment, j'avais dit que c'était obligatoire et non répétable. Donc, je vais modifier la cardinalité en 1. La date, c'est bon. Message identifier, c'est bon également. Donc, le contrat d'entrée, c'est obligatoire. Archival Agency, c'est bon également. Alors, si vous êtes allergique au CEDA dans son phrasé en anglais, il y a la possibilité de switcher en français, en cliquant sur la petite roue ici et de passer tout en français. Ça signifie que votre Excel est en français, d'accord? Moi, je vais être un peu perdue parce que, comme vous l'avez vu, mon Excel est en anglais. Donc, je vais tout de suite rebasculer en CEDA pour ne pas me mêler les pinceaux, d'accord? Mais c'est tout à fait possible de faire le même travail en partant sur un Excel en français et bien sûr, du coup, un pastis traduit en français. Ensuite, pour Archival Agency, j'avais dit que j'attendais des valeurs attendues. Donc, je vais cliquer sur Archival Agency parce que je sais que j'ai un sous-élément. Et là, je crois que j'attendais une valeur qui est Vitam. Et pour le Transferring Agency, qui est le service responsable du transfert, logiquement, mon identifiant de service producteur et service versant. Là, c'est si je veux faire un contrôle après dans mon manifeste sur la valeur, en sachant que dans mon manifeste, ça signifie que Transferring Agency et surtout la balise identifier dans Transferring Agency devra avoir la même valeur. D'accord ?
OK, donc je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce premier onglet et je vais passer à l'onglet règles qui correspond à des règles génériques aux bordereaux de versement. Donc là, j'ai quelques métadonnées renseignées par défaut, mais il me semble que j'en avais mis beaucoup plus dans ma première slide, pour mes métadonnées d'en-tête toujours, et je vais les rajouter. Vu que je vais faire un contrôle de profil d'archivage, il est classique de rajouter cette métadonnée-là, sinon on va avoir un petit problème de contrôle de cohérence. Je crois que j'avais mis aussi service level. Acquisition d'informations pour modalité d'acquisition, legal status, et je crois que j'avais pas mis de règles de gestion générique pour l'ensemble de mon bordereau de versement. Je vérifie toujours que je ne me suis pas trompée, parce que l'erreur est humaine dans un... Et là, je vais cliquer sur ajouter les métadonnées. Et là, rebelote, je vais vérifier les cardinalités que j'avais renseignées au départ. Donc, le profil d'archivage obligatoire, le service level facultatif, le legal status facultatif, mais il devait avoir une valeur spécifique qui est public archive, pour archives publiques. Les modalités d'acquisition, je crois que j'avais mis que je voulais que ce soit versement avec un V majuscule. Donc, je vais le renseigner également ici. OK, donc information d'acquisition, c'est obligatoire. Et ensuite, pour mes acteurs au sens du CEDA, il y en a un qui est obligatoire dans Vitam, donc je vais le rendre obligatoire, et l'autre est facultatif. Et je voulais faire du contrôle sur les valeurs. Donc l'un s'appelle service producteur. Et l'autre s'appelle service versant. Et j'ai un champ commentaire aussi. Je peux très bien, si je souhaite qualifier quelque chose, commenter ce que je suis en train d'écrire. D'accord? Je reviendrai sur les descriptions des unités archivistiques. Là, je vais passer sur mes descriptions d'arborescence maintenant, en cliquant sur l'onglet Unité d'archive. Unité d'archive, au sens du CEDA, ça s'appelle Archive Unit, ça correspond à des niveaux de description. D'accord? Et donc là, pareil, donc je vous ai dit, j'ai une unité archivistique racine et une à plusieurs sous-unités archivistiques qui correspondent à les bulletins de paye. Donc là, j'en ai une qui a été créée par défaut, je vais en créer une deuxième pour mes bulletins de paye. Je peux commenter un petit peu de quoi il s'agit, si je veux, avec le petit crayon à gauche, et là, je peux dire c'est racine, éventuellement. Et là, je peux mettre que ça correspond à un bulletin de paye, égal bulletin de paye. Alors, il faut que je qualifie un petit peu les cardinalités de mon unité archivistique racine. Dans mon paquet d'archives, elle sera unique et non répétable, la racine, logique. Par contre, la deuxième, qui se trouve dans la première, donc dans cette unité archivistique racine, il faut que je clique sur cette unité archivistique racine pour voir ses sous-éléments. Et là, je vais dire, là, je vais avoir un à plusieurs bulletins de paye. D'accord? Donc, je vais qualifier cet archive unit de obligatoire et répétable. Et là, maintenant, je vais commencer, j'ai mon arborescence d'unité archivistique, je vais commencer à créer les métadonnées pour chaque niveau de description. Donc, je vais commencer par les niveaux de description pour mon unité d'archive racine, hop, en me positionnant bien au bon niveau. Il n'y a que des métadonnées descriptives, donc je vais me placer sur la partie content qui correspond à la liste des métadonnées descriptives. D'accord? Donc là, pareil, j'ai le nez sur mon fichier Excel. Je vais avoir un niveau de description qui correspond à un record group, qui est obligatoire dans Vitam, donc je vais le rendre obligatoire ici, et j'ai un titre aussi qui est obligatoire dans Vitam, donc je vais le qualifier d'obligatoire. Et c'est là où je peux commenter en disant là, ça va correspondre à mes bulletins de paye. Bulletins de paye. Pluriel. Et là, je vais mettre à chaque fois, entre crochets, logiquement, j'ai le mois concerné. Mois plus année concernée. Ça permet de documenter aussi son profil d'archivage. Et j'ai des métadonnées supplémentaires. Donc, j'avais dit que j'avais des tags.
plusieurs tags. J'ai 3 tags, donc je vais les rechercher. Donc je peux soit y aller en scrollant, ou je peux rechercher directement vu que j'ai fait le travail de nommer mes champs. Donc là, il m'en faut plusieurs. Le champ est répétable, vu que je dois avoir 3 tags paye, salaire, bulletin, donc je vais les ajouter. J'en ai rajouté un 4e pour vous montrer qu'on peut le supprimer parce que j'ai fait une boulette, j'en ai créé un de plus. En cliquant sur au survol ici, je peux supprimer l'information. D'accord? Oui, je veux supprimer la métadonnée, donc là je n'en ai plus que 3. Et ensuite j'en ai 3, mais chacun est unique, non répétable, avec une valeur spécifique. Donc je vais les qualifier avec une cardinalité 1,1 à chaque fois. Et le premier, j'ai des valeurs attendues. Donc la première valeur, c'est paye. La deuxième, c'est salaire. La 4e, c'est bulletin. Et il me semble qu'il me manque des métadonnées, une date de début et une date de fin. Donc je vais aller les récupérer en ajoutant une métadonnée. Donc end date, par exemple. Et une date de début. Start date. Et là, j'avais mis que c'était les 2 obligatoires. Voilà, je crois que j'ai à peu près fini pour mon unité archivistique racine. Maintenant, je vais passer à mon unité archivistique fille, qui correspond à un bulletin de paye. Alors, pour celle-ci, nous avons dit qu'il y avait des règles de gestion, des métadonnées descriptives et un lien vers un fichier numérique. Donc, du coup, à ce niveau-là, il va falloir que je rajoute un bloc pour les règles de gestion, pour gérer les règles de gestion et pour gérer le lien vers le fichier numérique. D'accord? Du coup, je vais rajouter un bloc management pour règles de métadonnées de gestion et une data object référence pour le lien vers le fichier numérique. Voilà. Je les ajoute. Donc, elles apparaissent bien. Je pense que le bloc management va être obligatoire. La partie content est obligatoire. Et j'ai toujours un lien vers un fichier quand je décris un bulletin de paye, ce qui est un peu logique. Et ensuite, toujours de manière procédurale, donc là, je suis sur mes métadonnées de gestion. Donc, je vais cliquer sur le bloc management et je vais rajouter ma DUA et ma règle de communicabilité. Donc, DUA et règle de communicabilité. On va le retrouver. Comme ça, access. Il y a des sous-éléments, il faut que je fasse toujours attention, je n'ai pas d'avertissement actuellement, si j'ai oublié de saisir des sous-éléments, donc il faut vraiment faire attention. Donc là, sur la DUA, je sais qu'il faut que je rajoute une règle et une start date, donc je vais ajouter une règle et une start date. En sort final, c'est du destroy. Ma start date, qu'est-ce qu'elle est? Elle est facultative et ma rule est non répétable. Voilà, et pour mon access rule, je vais rajouter une règle et une start date. Et là, la règle est unique et la start date est unique et non répétable. Et ensuite, je crois que j'ai oublié de regarder les cardinalités pour mes blocs DUA et access rule. Je vous ai dit qu'il y en avait une qui était facultative et l'autre obligatoire. Donc, appraisal rule est obligatoire, access rule est facultatif. Je crois que je suis bien sur mon bloc de métadonnées de gestion. Je vais passer à la partie content qui est vide. Et donc là, je vais tourner ma page pour mes métadonnées descriptives. Et là, je vais faire mon marché en ajoutant mes métadonnées. Donc, description level, title, un originating system ID, un bloc agent que je vais chercher comme ça. Donc, bloc agent qui est une particularité du CEDA 2.2. Alors, sur Pastis, on est sur du CEDA strict, un respect strict de la version du CEDA. Donc, le bloc agent, vous ne le trouverez pas si vous partez sur un parcours CEDA 2.1, d'accord? Par contre, vous le trouverez en 2.3, vu que c'est un ajout de 2.2 qui est encore supporté en 2.3. D'accord? Petite logique. Donc, un bloc agent, une date d'envoi et une date d'acquisition.
Je crois que je suis à peu près bon sur mes métadonnées. Donc, le niveau de description, c'est un item. Correspond à une pièce. C'est toujours obligatoire parce que dans Vitam, c'est obligatoire, donc autant le rendre obligatoire. L'identifiant système est obligatoire. L'agent est obligatoire, est unique. La date d'acquisition est facultative. Et la send date est... Je crois que j'ai une coquille dans mon fichier, est obligatoire. Je vais la laisser comme ça. Alors, j'ai pas d'alerte, mais mon bloc agent attend des sous-métadonnées. Donc, je vais aller directement saisir les sous-métadonnées de mon bloc agent. Et vu que c'est personne physique, je vais mettre first name et birth name. Pour nom et prénom. Et je vais mettre, je crois qu'il me faut un matricule, donc un identifiant. Voilà, et pareil, les cardinalités, je crois que j'ai tout mis en obligatoire, ce qui est un peu logique. Pour venir un petit peu sur les cardinalités, comment dire, vous mettez bien sûr en obligatoire que des champs que vous savez qui, dans le système d'information d'origine, est obligatoire. D'accord? Si le champ à l'origine est facultatif, n'allez pas le mettre obligatoire dans le profil d'archivage, sinon vous allez avoir des problèmes de contrôle de conformité à un moment donné au moment du versement, hein. C'est un petit peu logique. Un profil d'archivage, il faut penser qu'il est au moins ISO, si ce n'est un peu plus, voilà, un peu plus de contrôle par rapport au système. Il peut être plus restrictif que le CEDA. Par contre, il faut qu'il soit à peu près cohérent avec le modèle de données entrant, hein. Quelque chose qui est facultatif dans le système d'origine, faites attention à ne pas le contrôler comme s'il était obligatoire dans votre profil, hein, parce que sinon vous aurez possiblement des retours erreurs. Marion, j'en profite juste. Voilà, et ce qui me restait pour Marion, Oui, excuse-moi, c'est parce qu'il y a une question pile maintenant et je me dis qu'elle a vraiment elle fait vraiment référence à ce que tu viens de dire, enfin précédemment. Par conséquent, le bloc Signing Information pour la signature électronique est à décrire dans l'unité d'archive ou dans l'entête. dans l'unité d'archive. Parce Merci qu'on Marion. on part du principe que Alors oui, c'est un petit peu subtil. Une signature, on va partir du principe que le document signé correspond à... Enfin, c'est un document. Donc, il va correspondre à un niveau de description qui va inclure des informations liées à la signature électronique et il y aura en pièce jointe le document et sa signature. Alors par contre, je sais qu'il y a des petites subtilités dans le CEDA. Il y a la possibilité d'avoir une signature. Enfin, le CEDA permet d'avoir, je crois, une signature au niveau des métadonnées d'entête. Dans Vitam, nous, on ne le gère pas. Je ne sais pas si nos concurrents le gèrent. Euh, donc là, ça dépend si dans votre contexte d'archivage, il y a la possibilité de signer l'ensemble d'un bordereau XML CEDA. Nous, dans Vitam, on le supporte pas. Ok, merci beaucoup Marion. Je te laisse poursuivre. Ouais. Et du coup, il faut que je fasse la référence avec les métadonnées techniques. Donc, je vais aller dans mon Data Object référence pour rajouter une métadonnée. Donc, dans le contexte CEDA, il faut rajouter Data Object Group Reference ID. Parce que dans Vitam, comment dire, on gère essentiellement des groupes d'objets techniques. Il faut faire toujours un petit peu attention parce que pour le moment, Pastis, et on nous en a pas fait fortement la demande, ne vous indique pas quand vous oubliez des sous-éléments. En fait, il n'y a pas de gros warning rouge. Vous en rendez compte quand vous allez faire des tests sur votre profil. Ce qu'on va faire d'ailleurs, parce que vu que je suis fortement réveillée en cette veille de réveillon, il se peut que j'ai fait des erreurs tout en vous parlant. Ok, donc on va passer au dernier onglet qui est l'onglet Objets techniques, où par défaut, j'ai un bloc de métadonnées techniques qui est créé. Bien sûr, si votre profil d'archivage ne contient pas de pièces, de fichiers PDF, etc., il faudra penser à l'enlever. Parce que sinon, vous allez le retrouver dans votre fichier RNG à l'export de Pastis, sauf que vous ne l'aviez pas spécifié. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, moi, j'en ai besoin, mais hier, en faisant mes tests, je m'étais rendu compte qu'il était obligatoire. Moi, j'ai besoin de le répéter, vu que mon bulletin de paye, il va être unique par niveau de description, et par contre, je peux en avoir plusieurs dans mon paquet d'archives. Donc, je vais mettre redondant, il me semble, à ce niveau-là, et je vais mettre qu'il est obligatoire et répétable.
Et ensuite, j'avais un FATRA de métadonnées techniques à qualifier en tant que métadonnées techniques, donc je vais les renseigner, comme je l'ai fait précédemment pour les métadonnées de gestion, métadonnées descriptives. Et là, je vais ajouter des métadonnées, donc techniques cette fois-ci, et je fais mon petit marché. Alors, je crois qu'il me faut le poids du fichier, des informations sur l'identification du format et des informations sur le fichier en lui-même. Pour la beauté du geste, je vais vous montrer aussi les parties extensibles que nous ne gérons pas actuellement et qu'on va supprimer. Donc, je vais prendre par exemple Other Metadata. Actuellement, Pastis ne gère pas les points d'extension. Donc là, il y a un bloc Other Metadata qui est extensible. Je ne peux pas ajouter de métadonnées. D'accord? Pour le moment, c'est normal. Donc vous amusez pas, moi je vais le supprimer, c'est juste pour vous le montrer. On ne gère pas actuellement à date les blocs d'extension. Là, je vais le supprimer. Je reviens toujours. Il y a une petite manip au départ, on ne sait pas trop comment faire de navigation entre le panneau latéral de gauche et là, comment dire, la page centrale de saisie. Donc là, je suis au niveau où je veux supprimer ma métadonnée. Et ensuite, j'ai deux blocs. Alors, je vais commencer par mes cardinalités. Les cardinalités ici. Donc, mon SAE, il veut que cette métadonnée soit obligatoire. Là, c'est aussi obligatoire, c'est le lien vers le fichier. L'empreinte est obligatoire. Le poids du fichier, bon, c'est facultatif, je vais le laisser facultatif. L'identification de format, je vais la rendre obligatoire. Et le file info, j'ai mis que c'était facultatif. Donc là, pareil, ça dépend un peu ce que le SAE, ce que vous voulez contrôler, ce que le SAE fait, hein, bien sûr. Moi, je sais que Vita me rajoute de l'information a posteriori, donc j'aurais pu m'en passer sur les contrôles. Et du coup, j'ai deux blocs englobants, donc je vais saisir les sous-informations que je veux. Donc sur format identification, il me faut format littéral, le type MIME et le format ID pour l'identifiant du format. Et j'ai juste le format ID qui est obligatoire. Et ensuite, pour file info, je crois qu'il faut que je rajoute une métadonnée qui est le file name. File name y était, c'était la date de dernière modification, qui reste facultative et non répétable. Et je crois que je suis à peu près bien dans ce que j'ai fait en termes de saisie. Donc là, j'ai fini à peu près ma navigation. Donc vraiment, profil d'archivage, il faut penser donc métadonnées d'entête, arborescence et lien vers un fichier. D'accord? Là, on va l'exporter parce que j'ai fini ma session de travail et on va le tester. D'accord? Toujours tester ce qu'on vient de faire. Alors, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Ok, ça s'appelle, on peut aller savoir pourquoi. Et là, on va aller le tester. Il y a différentes manières de le tester. Alors, je vais le mettre par acquis de conscience dans mon répertoire de démonstration. Alors, il y a différentes manières de faire. Je suis sur un RNG en 2.2. RICIP gère du 2.2 et je vous ai montré que dans RICIP, j'avais déjà fait mon manifeste.xml. Donc, ça dépend un peu de l'ordre de réalisation que vous faites. De facto, vu que je suis sur du 2.2, je vais aller contrôler que mon profil est conforme à ce que j'ai envisagé d'un point de vue intellectuel. Donc, pour ce faire, je vais cliquer sur l'onglet Traiter et je vais vérifier la conformité à un profil CEDA 2.2 ici. Et je vais retrouver donc mon fichier RNG que j'ai exporté du Pastis standalone. Et là, je croise les doigts. Oh, c'est trop bien. Donc, pas d'effet démo. Je suis ce que j'ai écrit et ce que j'avais spécifié au départ est conforme. C'est très important que vous n'oubliez pas cette étape-là, d'autant plus si c'est un consultant extérieur qui vous fait le profil, pour vérifier que c'est bien conforme à ce que vous attendiez. D'accord? C'est à ce moment-là où vous pouvez vous rendre compte que il y a peut-être un problème, soit dans le manifeste.xml, soit dans le profil. Donc, où il faut un petit peu resserrer les vis ou dévisser un petit peu les contraintes. Moi, je me suis rendu compte que sur mes profils d'archivage, j'ai tendance à être très, très contraignante. Parfois, il faut l'être un tout petit peu moins. Tous les champs qu'on veut obligatoires, peut-être qu'on vous avait dit qu'un champ était obligatoire, mais en fait, il est facultatif parce que là, il y a une évolution de la base de données, etc., des cardinalités. Donc, il faut faire attention un petit peu à ça. Autre possibilité de contrôle d'information, c'est de le faire avec un validateur de schéma RNG. Donc, moi, j'utilise Oxygène pour faire aussi ce même travail de validation.
Donc là, j'ai ouvert le manifeste.xml dans Oxygène et je peux faire un contrôle en cliquant, enfin un contrôle, une vérification de conformité en cliquant sur Document, Schéma, associer un schéma. Et du coup, je vais retrouver mon schéma qui se trouve ici, mon PUA1. Je sélectionne et je clique ici. Il me dit que tout va bien. S'il y avait eu un problème, eh ben, en fait, je vais créer un problème d'ailleurs. On va créer un problème ensemble. Je vais mettre, je sais pas, qu'est-ce que je peux mettre un file plan position. Là, vous voyez que si je revalide, je revérifie la conformité, là, il va me dire, ah là, il y a un problème sur cette ligne-là, d'accord? Et en plus, il me dit, j'attends un bloc agent à ce niveau-là. D'accord? Donc là, ça permet d'affiner vraiment le problème. En général, pour ceux qui font partie de la communauté Vitam, qui vous disent ça marche pas, etc., je vous demande de m'envoyer le manifeste et le profil RNG. En général, j'ouvre le tout dans Oxygène et je vous trouve toutes vos erreurs via Oxygène en 3 clics. D'accord? Donc n'hésitez pas, il y a des licences un peu. Je fais pas de la promotion hein, pour l'outil, je pense qu'il y en a peut-être d'autres qui existent. Il y a des licences gratuites mensuelles, c'est d'essayer de l'installer quand vous faites ce genre de travail de vérification de la conformité. Ça peut être utile hein, de vérifier un petit peu aussi les cas en erreur. Voilà, donc là, je reste très propre sur moi. Et là, bon, maintenant, j'ai tout testé un petit peu hors sol. Je vois que j'ai le temps, donc je vais passer, du coup, je vous le disais, hein, toujours sauvegarder votre session de travail hors standalone, parce qu'il n'y a pas de base de données. On ne pourra pas revenir le lendemain, réouvrir Pastis standalone et retrouver son profil. D'accord? Donc, toujours faire l'export. Toujours faire l'export. Alors, vu que moi ça marchait bien, on va passer à l'étape suivante qui est ben, très bien, j'ai un profil qui a l'air de très bien marcher avec mon manifeste.xml. Je vais passer à l'étape suivante, c'est de verser dans mon SAE pour vérifier si tout est bien avec mes référentiels, etc. J'en ai parlé très très peu. Donc dans Vitam, on a des référentiels des règles de gestion, contrat d'entrée, et service producteur. Donc j'ai préalablement créé mes référentiels et maintenant je vais faire le test un peu plus loin, un peu plus avancé et créer le profil d'archivage qui va bien, l'associer au contrat d'entrée et faire un versement du SIP comme souhaité. Donc là je me suis connectée à Vitam.ui et je vais créer dans mon app profil documentaire, donc intégré à Vitam.ui, je vais créer le référentiel. Donc, je vais importer directement le profil d'archivage. Je vais prendre celui-là parce que je sais qu'il est bien. Et je vais l'enregistrer dans Vitam. Donc, je vais exporter le profil et surtout l'enregistrer dans le SAE. Ça, vous ne l'avez pas dans le Pastis standalone. Et je vais créer une nouvelle notice pour l'enregistrer dans Vitam. Je vais mettre PA01. OK. Profil du SI Pay. Je vais créer mon profil. Nous, ça nous permet, dans l'app profil documentaire, donc qui est vraiment Pastis intégré à Vitam, c'est d'avoir finalement la base de données que n'a pas le standalone. Donc là, je peux le retrouver plus facilement, vu qu'il a été enregistré. De facto, moi, il va falloir que je récupère son numéro, l'identifiant du profil d'archivage pour le mettre dans le manifeste.xml pour pouvoir faire mes tests de bout en bout, vu que c'est une référence qui va être contrôlée dans le SAE. Là, je sais qu'il faut que je modifie la référence. Donc, il y a différentes manipulations à faire hein, dans Vitam. Donc, j'ai une référence comme ça. Je dois associer ce profil à mon contrat d'entrée. Donc, je vais le faire de rechef, vu que jusque-là, il n'existait pas dans mon SAE. Donc, je vais aller dans l'app contrat d'entrée pour associer au contrat d'entrée le profil d'archivage que je viens d'enregistrer dans mon Vitam. Donc, je vais le faire ici, j'en ai qu'un. J'enregistre le profil. Et je crois que je suis à peu près bon dans ce que je devais créer en termes de référentiel. Règles de gestion, service agent, je les ai créés. Et je vais aller dans l'app dépôt et suivi de versement pour verser mon SIP.
Donc, je vais cliquer sur dépôt d'un versement et je pense qu'il faut que je revienne sur mon environnement de démo. Je vais rezipper mon manifeste.xml et mon répertoire content qui contient des jeux de test. Donc, je zippe le tout. Voilà. Ah, raté. Qu'est-ce qui n'allait pas? Ouais, bon, je sais ce qui va pas, c'est que je vais changer mon profil. Du coup, ça me permet de montrer aussi j'ai repris un jeu de test que j'avais préparé en avance de fichier RNG pour l'importer plus rapidement dans l'app profil documentaire et je pense que j'ai fait des incohérences de profil, notamment au niveau des tags, je pense. J'avais un ordonnancement un tout petit peu différent en début de semaine. Ça va me permettre de vous montrer aussi dans l'app profil documentaire, pour ceux qui sont des utilisateurs de Vitamui, le fait qu'on peut réimporter un profil d'archivage directement depuis l'app. Donc je retourne dans l'app profil documentaire. Et là, je vais cliquer sur 3 petits points, si j'y arrive. Charger un profil. Oui, je veux remplacer le profil d'archivage et je vais mettre le fichier que je vous ai montré précédemment, qui vient de mon standalone. OK. Je l'enregistre. Je vais vérifier qu'il a bien été enregistré dans mon journal des opérations par acquis de conscience. Ici. C'est bon, ça a bien été mis à jour. Il y a encore des choses, des améliorations aussi à faire dans l'app profil documentaire, faire les liens vers les journaux des opérations. Donc, de facto, ça risque de mieux se passer maintenant. Je vois que cet environnement commence à avoir des problèmes. Hop, et je vais retenter mon import de paquet d'archives. J'étais sûre d'avoir des effets démo, hein, de toute façon, aujourd'hui. Je trouve que j'en ai pas eu jusque-là. Ça aurait été trop beau. Ah, c'est bon. C'est en avertissement parce que je crois qu'il m'a fait de la réidentification de format, parce que ce sont des jeux de test. Mais ça s'est bien passé. OK. Et je peux retrouver mon versement en accès recherche dans Vitamui. Si je vais dans l'app recherche, consultation et gestion des archives. Voilà. On retrouve mes bulletins de paye avec l'unité archivistique racine. C'est la déplier. Voilà. On peut la consulter. On retrouve les informations contenues dans le SIP et le contrôle a été passé en succès. Donc là, c'est Vitam qui, Dominique en parlait, il y a un moment donné, il y a un contrôle système qui est fait. Vitam fait une vérification au moment du versement entre le manifeste.xml qui référence un contrat d'entrée et l'identifiant du profil d'archivage. Eux-mêmes, enfin voilà, et le contrat d'entrée référence lui-même dans la partie référentielle de Vitam le profil d'archivage à utiliser. Et du coup, c'est le SAE qui, au moment du versement, fait la vérification de conformité entre le manifeste.xml et le fichier RNG qui correspond au schéma de contrôle de la structure et du contenu de cette structure. D'accord? Donc là, j'ai fini ma première démonstration. Je voudrais vous montrer les profils d'unité archivistique. Néanmoins, s'il y a des questions, c'est peut-être le moment de les prendre. Est-ce qu'il y en a à ce stade, Alice? J'en ai pas vu arriver, mais peut-être qu'en leur disant qu'ils peuvent maintenant. Non, pour l'instant, il y a. Est-ce que les uns les autres, vous avez des questions auxquelles vous souhaitez qu'on réponde, que Marion réponde sur les PA?
Si besoin, vous pouvez lever la main et j'ouvre le micro d'ailleurs hein, aussi, si c'est plus simple pour vous. Et puis comme je l'avais mis aussi, n'hésitez pas à nous raconter vos exemples de PA et vos tests, même si c'est pas pour l'instant au-delà du test, hein, mais nous, enfin, sur le type de données, parce qu'on y réfléchit souvent avec Marion sur quels sont nos jeux de test pour faire ce type de démo. Donc là, par la RH, il y a les fiches de paie, il y a des choses comme ça, mais vous avez peut-être plein d'autres exemples et ça peut être enrichissant pour les autres participants à la réunion, au webinaire. Bah non, Marion, je crois qu'il n'y a rien Ok. qui vient là, donc tu peux continuer. Ok, alors, cette fois-ci, j'ai décidé d'être joueuse et de vous montrer aussi un parcours profil d'unité archivistique. Donc, pour rappel, hein, le profil d'unité archivistique, il va juste être associé et contrôler un niveau de description en particulier. Donc, il sera, je pense, à utiliser dans les cas où on n'a pas finalement de structure flagrante à contrôler, mais plutôt des niveaux pièces. Là, par exemple, pour les bulletins de paye, on aurait pu se poser la question de dire ben, le niveau racine, bon, peut-être pas besoin. Par contre, le bulletin de paye, oui, je veux l'associer à un profil d'unité archivistique. Là, le cas que je vais vous développer, c'est un profil. Enfin, on pourrait le penser aussi pour du sériel, par exemple pour la numérisation. On sait qu'on a une description pour une photo ou pour une pièce, comment dire, qui a été numérisée. Alors, du coup, moi, je suis partie pour un profil d'unité archivistique sur quelque chose où je voudrais voir contrôler aussi bien au moment du versement, mais aussi quand je vais modifier mes métadonnées c'est comment dire, de la description de fiches matricules, de fiches d'état civil, ça pourrait être à peu près la même chose. Donc, je suis partie d'une petite base de données un peu ou prou réaliste, où j'ai de la description comment dire, de quelqu'un qui a été enrôlé. Et là, pareil, hein, toujours le même travail. D'abord, je comprends les métadonnées, etc. Et j'essaye après de voir comment je les intègre. J'intègre mes cubes et mes cubes, mes carrés, mes rectangles dans le CEDA. Donc là, on est sur une fiche matricule, là, je pense que je parle à tout le monde. On a un nom, un prénom d'une personne enrôlée. Éventuellement, dans la base de données que j'avais un peu pour test, il y avait le conflit dans lequel voilà, il a pu être référencé. Il y a des mentions aussi mort pour la France, ouais, parce que je crois que j'étais sur une base plutôt de personnes décédées pour la France. Euh, pendant certains conflits. Donc, d'où le fait que cette personne, enfin la personne n'a pas pu vivre, enfin aurait pu vivre plusieurs conflits, mais du coup l'information est un peu bridée par justement ce que gérait la base de données. Des dates de naissance, décès, ville et lieu de naissance et de décès, et pareil. Là, à noter que on a un nom, prénom, autre, je crois qu'on a pseudonyme, etc. Et je crois quand même que je l'ai fait, non, je l'ai pas fait. Sur les dates de naissance et dates de décès, on aurait pu avoir trois métadonnées différentes. Donc, on aurait pu demander à faire un peu de concaténation d'informations. Voilà, j'ai plusieurs identifiants également. Vous voyez que sur la série, sous-série et article, j'ai trois métadonnées différentes. Peut-être pour vouloir les concaténer au moment du versement. Là, pareil, je vérifie un peu ce qui est obligatoire, facultatif, parce que dans mon intitulé, dans ma fiche CEDA, je vais pas pouvoir mettre quelque chose de facultatif, mais plutôt reprendre des informations qui sont obligatoires, comme par exemple le prénom et le nom. Et après, je vais peut-être essayer de prendre d'autres métadonnées supplémentaires parce que je vois que j'ai un pseudo et une autre qualification du nom et prénom qui peut définir la personne concernée par la fiche matricule. Voilà. À noter aussi que j'ai mis, alors j'aurais pu avoir des liens vers des référentiels de lieux. J'ai noté également que pour le département, par exemple, de naissance ou de décès, j'avais toujours le même pattern. Ça signifiait que les valeurs dans la petite base de données, j'avais toujours le numéro du département, un tiré et le nom du département. D'accord? Pareil pour la date de décès, la date de naissance, je suis toujours sur année, mois, jour. Je vais vous montrer ça parce que du coup, je vais jouer dessus sur le contrôle des profils d'unité archivistique. D'accord? Sur les expressions régulières ou les types de dates, année, mois, jour, et non pas année seulement. D'accord? Voilà. Toujours important de voir si j'ai toujours un peu des répétitions en termes de formulation, le type des dates.
est-ce que j'ai des liens vers des référentiels? Parce que si j'ai des liens vers des référentiels, ça signifie que je vais pas avoir, je sais pas moi, les noms des départements écrits de manière diverse et variée, parce que saisis à la main un peu différemment, tout en majuscule, parfois avec une majuscule et tout le reste en minuscule, etc. C'est intéressant si on veut un peu normaliser sa description dans ses niveaux de description. Voilà, et du coup, même exercice, j'ai compris à peu près l'entrant. Maintenant, comment je veux le décrire au niveau d'une unité archivistique uniquement. Et donc là, vous voyez que j'ai pris plutôt en premier entrant mes métadonnées CEDA, les cardinalités et les métadonnées issues de la petite base de données. Là, j'ai fait des concaténations pour le titre, par exemple. Donc, concaténation, c'est j'ai vu que j'avais plusieurs colonnes qui m'intéressaient pour pouvoir les récupérer en intitulé. Donc, je sais que je veux récupérer des informations de la métadonnée nom, plus le prénom, et de manière facultative, autre et pseudo. Et idéalement, je veux que ce soit écrit de cette manière-là. Le nom plus le prénom, avec entre crochets si j'ai un pseudo. C'est une possibilité. Pareil pour la cote. J'avais 3 colonnes, enfin j'avais 3, excusez-moi, 3 métadonnées, sous-série, série et articles. Je veux les récupérer dans une seule balise CEDA et je vais avoir série, sous-série plus série, ajouter un slash et un numéro d'article à la suite. Voilà, pour un peu plus harmoniser par rapport à mon système de cotation géré dans mon SAE ou dans mon système d'information archivistique. Je vais récupérer des mots-clés, date de début, date de fin, qui correspondent à des métadonnées de ma petite base de données initiale. Et ensuite, je vais avoir encore ce fameux bloc agent, d'accord, toujours pareil. Pour la date de naissance et date de décès, on va essayer de faire un contrôle de vérification dans le profil d'unité archivistique que la date correspond bien à année, mois, jour, tel que écrit comme ça. Voilà, et je crois que j'ai zappé. Et je sais que pour les mots-clés, je vais vérifier aussi non, pour le tag, je vais vérifier aussi via une expression régulière que le nom du département, enfin la valeur est bien comment dire, le chiffre du département, un tiré suivi du nom du département. Donc parce que j'ai vu que le pattern était toujours le même et je veux qu'il soit toujours comme ça, de facto. Alors, je vais passer maintenant à la partie démonstration. Alors, je me suis un peu plus facilité la vie. Là, cette fois-ci, j'ai déjà préparé le jeu test en amont. Donc, je vais revenir sur mon pastis initial et je vais importer directement mon profil d'unité archivistique pour gagner un petit peu en temps parce que je vois que le temps file. D'accord? Mais sinon, pensez que j'aurais fait, sinon, créer un nouveau profil, un profil d'unité archivistique, donc qui s'appelle PUA dans Pastis et dans l'app profil documentaire. Donc moi, je l'ai déjà créé, donc on va l'importer directement. Parce qu'heureusement, j'ai pris du temps pour le faire, donc comme ça, j'ai sauvegardé ma session. Et là, on va retrouver juste un niveau de description. Vous voyez, on n'a plus les en-tête, règles, unité d'archive au pluriel, objet. Je reste vraiment spécifiquement sur un niveau de description qui correspond à ma fiche matricule. Et toutes mes métadonnées ont été renseignées. Donc là, je suis sur du CEDA 2.3. Vu que j'ai eu des questions, on va voir, et pour vous le prouver, on va vérifier qu'on a bien dans la partie Content un bloc Signing Information. Donc pour information de signature, qui est une nouveauté du CEDA 2.3. Donc je le recherche et je l'ai bien présent. D'accord? Donc là, je l'ai rajouté. Et bien sûr, il y a des métadonnées obligatoires, des métadonnées facultatives. Je peux m'amuser à en rajouter. Bon, pour une fiche matricule, il n'y a pas de signature. Donc je vais supprimer l'information. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a des petites subtilités. Donc, comme vous voyez, on n'est plus, en termes de pagination, on est sur des contrôles sur une unité d'archive, d'accord? Uniquement. Donc, on peut rajouter des règles de gestion et des métadonnées descriptives. Dans cette session de travail, il y a des petites différences aussi de gestion, notamment des valeurs contrôlées, parce que ce qui est géré pour un contexte Vitam,
En profil d'unité archivistique, on n'est plus sur du contrôle d'XML et de RNG. On est plus sur le schéma qui sera généré en fin de travail sur Pastis, ça va être du JSON schéma. Donc l'écriture est un petit peu différente et du coup, comment dire, les règles, les contrôles sont faits un petit peu différemment. Vous voyez que la valeur fixe, je ne peux pas saisir ma valeur fixe telle qu'elle. Ça va se passer un petit peu différemment pour faire du contrôle de valeur fixe. Donc par exemple, si je veux faire un contrôle de valeur fixe sur Archival Agency Archive Unit Identifier, je vais devoir sélectionner les 3 petits points qui sont à droite. Non, ça ne va pas être ça. Il faut que je sélectionne vraiment la métadonnée en tant que telle. À chaque fois, j'oublie. Je clique ici et je vais sélectionner contrôle de métadonnées. Et je veux faire un contrôle de métadonnées sur une valeur en particulier. Donc ça, ce n'est pas totalement cohérent avec mon cas métier. Je vais cliquer sur énumération et dire là, je veux par exemple que ce soit 200 FI, 200 FI par exemple. Et j'ajoute le contrôle. Donc je clique sur petite balise verte. Je peux faire 200 FI ou plusieurs valeurs si j'étais sur vouloir contrôler plusieurs valeurs. Et j'ajoute les contrôles. Ce n'est pas visible malheureusement actuellement, c'est des évolutions qu'il faudrait pousser au sein de notre club utilisateur pour pouvoir voir afficher le contrôle de métadonnées. Donc là, je vais enlever ce que je viens de faire parce que sinon, je vais avoir un problème à un moment donné. Donc, je vais supprimer cette valeur-là, supprimer le contrôle. Je vais vous le montrer un petit peu d'une autre manière sur Description Level, où là, vu que j'ai importé, je peux faire juste un contrôle, c'est un niveau item, mais j'aurais pu très bien mettre aussi c'est un item ou un record group, par exemple. Et là, dans ces cas-là, record group, je peux rajouter des listes de valeurs. D'accord? Donc ça, c'est des petites différences par rapport au parcours profil d'archivage. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, notamment en profil d'archivage, on va répéter le tag pour pouvoir faire du contrôle sur bulletin, un autre sur paye, etc. Là, on aurait une balise tag sur laquelle on aurait mis la liste des valeurs à contrôler en énumération. Bien sûr, là, j'ai fait un autre contrôle, donc je ne vais pas pouvoir vous le montrer, mais on l'aurait qualifié différemment. D'ailleurs, je vais vous montrer sur Keyword, parce que je crois que j'avais mis qu'il pouvait y avoir plusieurs types à contrôler, des keywords de type Perf Name, Corp Name, etc. Je les ai déjà qualifiés ici. D'accord? Donc, c'est un tout petit peu différent. Ensuite, on peut faire du contrôle, donc je vous ai dit sur des types dates particuliers, année, mois, jour, année, mois ou année tout court, je crois. Donc là, je les ai mis directement sur la date de naissance et date de décès. Donc si je clique sur birth date, par exemple, modifier les contrôles, là, on voit qu'on a la possibilité de faire un contrôle sur un formatage particulier de type date. Donc là, c'est année, mois, jour, et c'est tout. Ça, je les ai déjà Marion, mis. Oui, vas-y, finis et j'aurais juste 2 trucs. d'accord. Et ensuite, sur les expressions régulières, donc j'en ai déjà mis une sur mon champ tag. Je vous ai parlé de mes départements. Il faut faire une expression régulière, donc pour dire je veux juste le chiffre du département, un tiré et le nom du département. Donc là, j'ai saisi mon expression régulière et j'ai dit à peu près de quoi il s'agissait à côté. D'accord? Donc ça, croyez-moi sur parole, ça veut dire je veux un chiffre entre 0 et 9, un deuxième chiffre entre 0 et 9, un tiré, et ensuite une chaîne de caractères. D'accord? Pour faire mon contrôle. Alors, il y avait une question qui se rapportait juste avant, enfin il y a 2 minutes, là, 3 minutes. Ce profil ne constitue-t-il pas de problème sur les niveaux d'arborescence différents, plusieurs archive units? Non, parce qu'on va le voir, ce profil d'unité archivistique, on va le définir que pour un niveau de description. Ok, alors l'autre question, mais qui était plutôt générale, et on verra peut-être tout à l'heure dans les échanges, parce que c'était existe-t-il un référentiel standard des profils CEDA par métier, par exemple PEM, archi, urbanisme? Donc on a pris en compte la question Bernard, mais je pense qu'on y répondra plutôt avec Dominique aussi tout à Ouais. l'heure, et c'est un peu l'idée de comment de quoi la communauté a besoin et comment elle
s'auto-organise, puisqu'on ne pourra pas tout faire, spoiler alerte. Et Tiffaine demandait, peut-on contrôler la présence d'un type d'objet associé dans une PUA, exemple avec un format imposé? Ah, Tiffaine, il faudrait que tu précises. Un format, par exemple, j'attends un PDF par opposition à c'est un GIF. Si c'est cette question, alors moi j'ai jamais trop testé, j'avoue, les PUA avec des objets. Dans un PUA, je pense qu'on peut éventuellement contrôler la présence-absence d'un fichier associé, mais ça s'arrête là. On a introduit la notion, et c'est très bien que tu en parles, en CDA 2.2, d'un profil de groupe d'objets, enfin un profil d'objet technique, qui finalement serait un peu comme un profil d'unité archivistique, mais pour les objets en tant que tels. C'est permis en 2.2, mais pour le moment, nous, on n'a pas eu d'utilisateur qui nous a demandé de travailler sur cette notion-là dans Vitam. C'est possible, en tout cas, en CDA 2.2, de faire du contrôle en disant, bah là, pour tel objet, je veux contrôler qu'il s'agit d'un PDF, et plus précisément d'un FMT / je sais plus combien, etc., etc. Mais là, actuellement, le PUA ne permet pas de le faire, ça c'est sûr. Le profil d'archivage permet un petit peu de le faire, mais il y a encore des faiblesses sur les contrôles, sur les métadonnées techniques dans Pastis. C'est un premier jet, il y aurait des optimisations à faire. Merci beaucoup, Marion. Oui, c'est ça, me précise Tiffaine, ça répond bien à la question, merci. Voilà, je te laisse poursuivre. D'ailleurs, je pense que c'est des choses, Tiffaine, on a, je sais plus si tu as parlé du Mosco, nous on a des séances d'arbitrage qui reviennent régulièrement en début d'année. C'est des choses, je pense, qui sont dans le backlog, identifiées comme évolution possible, mais qui pour le moment n'ont jamais été priorisées. Voilà, bon, du coup, j'avais préparé un peu mon coup. Donc, vous voyez qu'on est là sur vraiment un niveau de description. Donc là, ça se prête bien parce que c'est des archives qui correspondent à des fiches matricules. Donc, j'ai pas forcément besoin de contrôler une structure, mais juste un niveau pièce. Et j'avais préparé mon coup. Du coup, il y a les petites subtilités d'interface. Donc, sur les valeurs fixes, on va déclarer un petit peu différemment. Et on peut faire des contrôles que ne permet pas d'ailleurs ce que je vous ai montré, les contrôles sur sur les caractéristiques d'une date, année, mois, jour, etc. On ne pourra le faire que dans les profils d'unité archivistique. Et pareil pour les expressions régulières, que dans le parcours profil d'unité archivistique. Et là, je vais exporter mon profil si j'y arrive et si surtout je clique sur le bon fichier. Voilà, mon PUA. Vous voyez, j'exporte un schéma de contrôle au format JSON. D'accord, je vais le mettre là où il faut, sur mon truc de démo. Voilà. Et j'avais préparé un SIP. Bien sûr, je ne sais plus à chaque fois lequel c'est. On va l'ouvrir comme ça, je vais vous le montrer un petit peu dans Recip. J'avais préparé un SIP, alors je crois qu'il y a quand même pas mal de choses. Je vais l'importer dans Recip si j'y arrive, pour vous le montrer. Importer depuis un SIP. C'est celui-là. Donc là, vous voyez, j'ai tout à plat, j'ai plein de soldats morts pour la France, et on retrouve pareil, les mêmes informations. Ce que je vous ai montré tout à l'heure pour le profil d'archivage, c'est le même travail. Je fais aussi un manifeste.xml, alors peut-être un peu moins volumineux que celui que je vous montre, où pareil, j'ai aussi regardé un peu si mon modèle de données cible, c'était pas un fantasme. Et donc là, vous voyez que je retrouve l'ensemble des informations que j'avais spécifiées dans mon petit tableur Excel. Et c'est à ce niveau-là où je vais déclarer mon identifiant de profil d'unité archivistique. Je ne vais pas le déclarer pour l'ensemble dans les métadonnées d'entête de mon bordereau. Ça va être pièce à pièce, d'accord? Donc là, si par exemple j'avais un SIP qui mélangeait des choux et des carottes, donc par exemple des fiches matricules et je sais pas quoi, et des photos de vacances de mon maire préféré, ben peut-être que les photos de vacances de mon maire préféré, le profil d'unité archivistique serait soit absent, soit serait différent de celui pour mes morts pour la France. Bon, j'espère que vous êtes sain d'esprit, que vous ne ferez jamais ce mélange, cet amalgame, mais pourquoi pas. D'accord? Donc là, je vais avoir un profil d'unité archivistique déclaré pour chaque finalement, chaque fiche matricule, pour chaque niveau de description représentant une personne morte pour la France. D'accord? Là, j'ai préparé mon travail, donc j'ai déjà un identifiant.
Et là, du coup, je vais être un peu joueuse. Je vais quand même revérifier des choses. Je vais importer, du coup, j'ai exporté mon profil du standalone et on va refaire le même exercice. Je vais l'importer dans Vitam. Je vais le créer comme référence dans Vitam, dans mon app profil documentaire. Hop, et du coup, je vais l'importer directement. Un profil depuis mon poste. Je vais plutôt importer celui-là. Comme ça, j'espère que celui-là, je ne l'ai pas trop modifié. Ça devrait bien se passer. Donc là, pareil, on réimporte finalement quelque chose que je vous ai préalablement pas montré dans le standalone, d'accord? Mais là, cette fois-ci, je vais l'enregistrer dans Vitam. Cliquant sur SAE, et je vais créer une nouvelle notice. PUA 01, fiche matricule, profil actif, au pluriel, c'est mieux. Ok, ça s'est bien passé. J'ai bien un identifiant, ça s'est bien enregistré dans Vitam. De facto, je vais quand même ouvrir mon manifeste.xml sur Oxygène juste pour vérifier mes identifiants de contrat d'entrée, pour voir que je ne fasse pas de boulettes. Alors, je vais essayer de le réouvrir. Juste le manifeste.xml. Je vérifie juste mes références par acquis de conscience. C'est bon, contrat d'entrée. Ça me fait penser que je vais enlever le contrat d'entrée. Identifier 0, c'est bon, mes services agents. Pareil, j'ai pas de règle de gestion. Par contre, je vais modifier le contrat d'entrée qui m'a servi de test, vu que je ne vais pas faire de contrôle de profil d'archivage. Donc, je vais retourner juste dans le contrat d'entrée. J'utilise toujours le même référent, le même contrat d'entrée, donc je modifie juste mon contrat d'entrée test, parce que je ne veux plus faire de contrôle avec le profil d'archivage des bulletins de paye, vu qu'il s'agit de fiches matricules. Voilà. Et je vais importer mon SIP dans l'app dépôt et suivi de versement. Donc là, contrairement au profil d'archivage, dans Vitam, le profil d'unité archivistique, il ne se déclare qu'au niveau de description souhaité. Il n'y a pas besoin de le déclarer dans le contrat d'entrée, contrairement au profil d'archivage. D'accord? Et du coup, je vais importer mon SIP en croisant les doigts pour que ça marche. C'est bon, ça a marché. Là, pareil, si je vais dans mon app d'accès de consultation des archives, je peux retrouver l'ensemble de mes fiches matricules. Ah oui, elles sont à plat, je n'ai pas fait de rattachement. Donc, et là, si on clique dessus, sur une, par exemple, une référence, la description, on retrouve l'ensemble des informations. Je n'ai pas eu d'effet démo. Voilà, j'ai fini pour la partie démonstration. Donc, s'il y a des questions à ce stade, on peut les prendre, Dominique et moi. Oui, tout à fait. J'ai rien vu arriver depuis. Donc l'idée pour nous, comme on vous le disait, c'est évidemment répondre à vos questions et puis en savoir plus sur vos usages. Tout à fait. Et vos besoins, parce que Marion l'a un peu souligné, tout de suite, quand on parle d'usage et de besoins, nous, évidemment, le lien qu'on a, c'est avec les membres du club utilisateur de Vitam, mais l'outil étant utilisable en dehors de cet écosystème Vitam, on a aussi besoin d'avoir vos remontées avec le SIAF. Je ne sais pas si Dominique, tu veux préciser les choses, mais... Absolument. Donc, quelque part, voilà, un outil, c'est ce qu'en font ses utilisateurs et c'est adapté aux besoins, mais émis. Donc, si on ne les connaît pas, c'est assez difficile d'être au plus près. Et là, enfin, vous le savez, l'idée générale, c'est l'interopérabilité. C'est ça qu'on recherche. Avant tout. C'est la raison pour laquelle le CEDA enfin, voilà, est maintenant stabilisé dans un modèle 2, donc où il y a la présence des unités archivistiques, alors certes qui évoluent avec on va dire des nouveautés
régulières, mais qui ne remettent pas en cause le modèle, hein, qui à chaque fois font très attention à ne pas, autant que faire se peut, créer d'effets d'effets de bord, hein, et d'être bien rétrocompatible d'une fois sur l'autre. Donc c'est vraiment agrégatif. Et donc l'idée, c'est que vraiment tout le monde partage l'utilisation de ces versions-là de façon à être le plus interopérable possible entre tous les services d'archives de France. Donc du coup, pour ça, pour qu'on se comprenne bien et qu'on soit le plus interopérable possible, eh bien, il faut qu'on trouve des moyens de communiquer. Effectivement, le cadre Vitam est assez propice dans la mesure où il existe une communauté utilisateur, mais rien n'empêche, n'est-ce pas, d'étendre ces partages d'informations. Alors après, bon, vous avez vu certainement circuler ce matin les messages vous parlant d'osmose, et donc effectivement, quelque part, il faut qu'on s'adapte aux évolutions un peu permanentes des outils. Bon, après, il existe d'autres outils comme Resana notamment, donc ça peut tout à fait être un espace par ce biais-là. Il y a la boîte archivage.numérique.siaf qui est bien sûr toujours à votre disposition, où vous pouvez remonter des questions. Et il est vraiment, et la question a été posée tout à l'heure donc sur des référentiels thématiques. Alors évidemment, ce serait enfin, quelque chose de tout à fait bénéfique qu'on puisse partager des exemples de profils thématiques, voire des exemples qui sont, comment dirais-je, repérés comme étant utiles à toutes et tous, et qu'on trouve un moyen de les exposer, soit sur un GitHub, soit, enfin voilà, on trouvera toujours un moyen pour le faire, pour que vous puissiez les consulter. Mais pour ça, il faut nous les remonter, parce qu'on ne peut pas savoir ce qui existe si vous ne le signalez pas. Et on a vraiment besoin d'avoir des exemples dans un contexte Vitam, mais aussi dans des contextes non Vitam, parce qu'il faut vraiment pouvoir s'assurer qu'on puisse faire naviguer les choses d'une situation à une autre. Il n'y a que en s'appuyant sur du réel qu'on peut le faire. Et Après, ouais, juste rebondir sur les référentiels. Après, il ne faut pas les prendre comme parole d'évangile. Parce que vous pouvez être plusieurs à avoir le même système d'information, de paye ou de gestion des délibérations, mais il faut penser que les agents qui saisissent potentiellement ne sont pas les mêmes. Donc la saisie et la gestion documentaire peut être totalement différente, même si l'outil est le même. Et les cas d'usage de l'outil, même si c'est identique, par exemple sur 10 institutions, en fait, le contexte aussi informatique, d'archivage, la fréquence, etc., finalement, et contexte de saisie, peut totalement différer. Donc, même s'il y a un partage de référentiels, ça ne vous dégagera pas de potentiellement quand même analyser l'entrant, parce qu'il y a peut-être des différences d'utilisation de l'outil. Oui, tout à fait. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de visualiser ce à quoi ça peut ressembler, parce que c'est toujours Ouais. plus simple d'avoir des exemples. Donc des exemples à la fois côté profil, donc pour l'entrée tout entière, mais aussi pour les unités archivistiques. Enfin, il me semble que vous êtes plusieurs à travailler sur cette dimension-là, hein, donc on voit bien qu'il y a vraiment des aspects tout à fait intéressants. Et d'autant que, comme je le disais tout à l'heure, on travaille sur la documentation fonctionnelle du CEDA, et là aussi, enfin, c'est vraiment essentiel de pouvoir illustrer, éclairer par des exemples. Et n'ayez pas peur, si je puis dire, parce qu'on quelquefois on craint d'envoyer des choses qu'on a peur d'avoir fait des erreurs, etc. Enfin, ne vous tracassez pas sur. Alors d'une part, dans l'illustration, on peut tout à fait comment dirais-je, rendre neutre un certain nombre de choses. Enfin voilà, donc, mais donc n'ayez pas de crainte par rapport à la remontée de vos exemples. Il n'y a aucun jugement. On est dans le partage et essayer d'avancer un peu collectivement. Voilà. Donc voilà, c'est l'appel avant Noël. Ouais, Faites-nous des paquets de profils et et là, d'unités donc, archivistiques. là, la prise de parole est ouverte. J'ai réouvert pour tous. Donc, si jamais certains veulent nous raconter comment ils utilisent ou l'outil ou les PAPUA ou comment ils envisagent de le faire, parce qu'après, ça peut être en mode projet,
Il nous reste quelques minutes. N'hésitez pas. Je crois qu'on a... Soit on a assommé tout le monde, soit je ne sais pas. Pas de réaction, mesdames. Ok. Bon, Donc, bah, des moyens plus proactifs, hein, des petits sondages, des petites choses comme ça. Mais après, on ne veut pas non plus vous inonder. Mais c'est vrai que c'est vraiment important qu'on ait des exemples. Et à l'époque, on a travaillé sur les métadonnées. On savait qu'il y avait des tas de choses sur les marchés publics, par exemple. Enfin, voilà. Il y a obligatoirement des sujets, urbanisme, hein, qui sont travaillés à l'heure actuelle. ok. Marion, tu voulais dire quoi? Oui, non, je suis en train de me dire, parce que en faisant l'exercice, notamment sur mon fiche matricule, à ne pas prendre comme argent comptant, parce que même moi, après coup, je me suis dit, mais waouh, j'ai fait des erreurs de cardinalité, etc. Donc, ce n'est pas parole d'évangile, ce sont des, des cas réels, on va dire, mais totalement fantasmés par mes soins, hein. Donc, Non, puis ça montre les réflexions à ouais, avoir et voilà. voilà, faut. Ah, alors attends, quelque chose en question-réponse peut-être qui vient d'apparaître. Ok. Elle Après, n'est on pas peut encore réalisée. réfléchir à essayer d'imaginer, enfin, si l'axe thématique vous intéresse, on pourra peut-être passer par un petit sondage, essayer de voir quel sera un thème émergent, essayer de monter un petit atelier là-dessus. Ça, enfin, vraiment, euh, on peut être très créatif, mais simplement, on a besoin de vous. Ok. Bon. Euh, Bah, on, ouais. ouais, on va passer sur les perspectives, du coup, Dominique. Ouais. Ok. Absolument. Alors, je te Alors donne la oui, parole. on l'a dit, donc le CEDA, c'est quelque chose de vivant, hein, donc il y a un comité, on essaie de regarder quels sont les besoins. Alors c'est pas des effets de mode, hein, c'est vraiment les choses dont on a perçu qu'il y en avait besoin. Donc comme il y a eu des travaux menés sur la signature et que donc il y a l'adoption d'un nouveau dispositif, ça veut dire que en creux, il faut forcément essayer d'abandonner l'ancienne manière, si je puis dire. Donc, c'est la dépréciation douce que Marion a évoquée tout à l'heure, hein. Donc, ça se fait par palier, mais donc il y a un moment où il faut quand même abandonner parce que c'est important de canaliser un peu les choses d'une certaine façon pour éviter les effets d'incompatibilité ensuite, hein. Donc, et puis, donc pour ce qui est des archives audiovisuelles, donc c'est un travail aussi donc, qui est vraiment très conséquent, qui est mené, et donc qui va commencer par les deux axes qui sont mentionnés ici, enfin, d'une part pour le descriptif, et puis côté technique, d'essayer de voir ce qui est prioritaire de récupérer dans ce qui est embarqué nativement dans les vidéos, hein. Ça, c'est quand même toujours intéressant de pouvoir récupérer des choses automatiquement de façon à se faciliter les traitements ensuite. Et puis, bon, après, il y a encore quelques éléments qui sont à préciser parce que, ben, oui, c'est un très, très vaste sujet. Donc, faut commencer par un bout, mais on ne peut pas tout englober directement. Donc, je passe la parole pour celle d'après. Ok. Nous, sur les évolutions qui sont prévues au premier trimestre, donc avec la prochaine version de Vitam, de facto prochaine version de Pastis Standalone, je vous ai montré, hein, actuellement, c'est pas possible d'étendre le modèle CEDA, alors que le CEDA est un tout petit peu extensible. Donc là, l'idée, c'est de commencer à permettre, aussi bien sur le standalone que sur l'app profil documentaire, de pouvoir rajouter des métadonnées descriptives dans le bloc content pour les spécialistes du CEDA. Donc ça permettra notamment le montant des bulletins de paye, etc. Si on a besoin d'étendre le CEDA parce qu'il ne couvre pas la totalité de nos besoins en termes de métadonnées, ça sera possible dans la prochaine version de Pastis. Voilà, ça c'est en cours de recette chez nous, donc je peux déjà vous l'annoncer, ça c'est sûr, en mars-avril prochain, vous l'aurez. Ok, bah merci. Eh bien, écoutez, on a tenu les délais. Merci beaucoup. Donc, on a bien noté, oui, qu'il y avait au moins une Déborah personne intéressée. intéressée par un groupe de travail. Voilà, mais donc, ça, vous avez tout le loisir des fêtes de Noël pour y réfléchir. Réagir. Exactement.
Ok, eh ben, écoutez, s'il n'y a pas d'autres sujets, pas d'autres questions, un grand merci à tout le monde. Le support est quasi déjà en ligne, je crois. Enfin, je n'ai pas vérifié, mais normalement, il est poussé déjà sur Internet. Et bah, la vidéo peut-être dans l'après-midi ou sinon ce sera à la rentrée. Merci à toutes et tous. Et puis bah, pour ceux qui reviennent cet après-midi, à tout à l'heure pour les grandes fonctionnalités Vitam UI. Et sinon, joyeuse fête de fin d'année à tout le monde. Très bonne Merci. fête à tout le monde. Bonne fête Au à tous. revoir. Au revoir.